Bonsoir. Des rebondissements au procès Caméré. Les audiences d'hier ont éclairé le tribunal sur le processus de décaissement des fonds. Plusieurs témoins sont passés à la barre, dont des anciens ministres. Rendez-vous le 11 juin prochain pour des plaidoiries. Donner un visage humain aux problèmes environnementaux, amener le peuple à devenir les agents actifs du développement durable et équitable. Et ce sont là quelques objectifs de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année. Dans ce journal, le ministre des Tutelles invite les Congolais à protéger l'environnement. Voilà pour les titres, madame, messieurs. Bonsoir. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'informations sur la radio-télévision nationale congolaise. À toutes et à tous, bienvenue à ce journal télévisé. La RDC compte à ce jour 3764 cas de coronavirus depuis le début de l'épidémie. Elle a enregistré 81 décès, 512 personnes sont déjà guéries et 2638 patients en bonne évolution. Actuellement, 11 provinces sur 26 sont touchées par le Covid-19. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé, comme tous les vendredis, la réunion du Conseil des ministres. En attendant les comptes rendus de cette 34e réunion, voici les grandes lignes dans ce reportage. Vendredi 5 juin 2020, cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend la direction de son bureau de travail pour présider par vidéoconférence la 34e réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. 4 points sont retenus à l'ordre du jour, à savoir la communication du chef de l'État, le point d'information, l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres ainsi que l'examen et adoption des dossiers. Après la communication du président de la République aux membres du gouvernement, interviendront les points d'information et à cette étape, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, va présenter l'État et l'administration du territoire. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant va, en ce qui le concerne, s'étendre sur la situation sécuritaire à travers le territoire national. L'évolution de la situation de la pandémie de la Covid-19 à travers le pays sera présentée par le ministre de la Santé publique. En ce qui concerne l'examen et l'adoption des dossiers, plusieurs rapports seront présentés par différents ministres. Prennent part à cette réunion les directeurs du cabinet intérimaire du chef de l'État et en télétravail, le Premier ministre et tous les membres du gouvernement à partir de leur cabinet de travail respectifs. Le compte-rendu de ce conseil de ministres sera fait par le porte-parole du gouvernement. Nous venons de l'annoncer tantôt, la République démocratique du Congo compte à ce jour 3764 cas de coronavirus et suite à cette situation épidémiologique, l'Assemblée nationale vient d'adopter pour la 4e fois la proposition de loi du gouvernement portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire en RDC. Le texte est renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. Rappelons que la 3e prorogation intervenue le 22 mai dernier prendra fin ce 8 juin. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Procès Caméré consort, la cause est renvoyée au 11 juin prochain pour le début des plaidoiries. L'audience d'hier jeudi était consacrée à l'audition des témoins. Cédric Kenina pour les explications. Une kyrielle de témoins renseignants pour alimenter les débats. Ngongo Saloumou, directeur général de la Direction générale de contrôle des marchés publics, les derniers devant la barre à l'audience précédente, confirment devant la Cour qu'en matière de passation des marchés, les contrats verbaux n'existent pas. De quels contrats évoque-t-on? Avenant ou contrat? Tout doit être clarifié entre le directeur général de la DGCMP et l'ancien ministre du Développement rural, Justin Bitakuira, rétorque le prévenu Caméré. Pierre Kangoudia, ancien ministre d'État du budget, lui n'a pas mâché ses mots. À la question du juge de savoir s'il faisait partie de la supervision, les témoins ne reconnaissent pas un seul instant avoir assumé une quelconque responsabilité au sein d'une structure liée au projet de l'érection de 1500 maisons préfabriquées et que le premier dossier de la construction de ces maisons porté par le ministère du Développement rural était simplement rejeté. Raison avancée, les problèmes de trésorerie pendant la période électorale. Et les 57 millions au centre de la controverse au bénéfice de Samibo, l'entreprise du prévenu Jamal, sa vieille connaissance a été décaissée en procédure d'urgence et ne sont pas passés
par les budgets, mais liquidés directement aux finances sans suivre les circuits traditionnels de la chaîne de la dépense, suscitant ainsi la colère de son vieil ami Sami Jamal, qui n'a pas supporté les propos tenus sur ses aptitudes suicidaires qui datent de très longtemps. Nicolas Kazadi, Justin Kamere, Thomas Loaka, alors à la tête de l'urbanisme et habitat, y compris les membres de la coordination, tous ont fourni des explications sur le rôle joué dans ces dossiers des maisons préfabriquées jusqu'au moment où la tension est montée d'un cran avec l'inattendu conseiller principal en matière économique, Marcelin Bilomba, qui a tout simplement craché sur les montages financiers de ces projets qu'il a jugés grossiers. 66 700 000 dollars américains sortis des trésors publics et non 57 millions comme prétendu, a-t-il dit au tribunal. Au titre des renseignants, Daniel Changaloumé, le bénéficiaire de la cession d'un titre foncier donation de Jamal, qui serait au nom de Soraya, fille du prévenu Kamere, a été entendu et a avoué tout en s'excusant en direct auprès de sa famille le fait d'avoir mentionné le nom de Soraya, qui une fois devant le juge dit de ne rien savoir de cette transaction. Pour en savoir un peu plus en amont, les ministres des Affaires foncières Molendo Sakombi et les conservateurs des titres immobiliers Valentin Kilangalanga ont comparu également. L'épouse du prévenu Kamere, Amida Chatur Kamere, a répondu, elle, aux questions sur le 1 million de dollars américains alimentés dans son compte bancaire. Présent de mon mariage, a-t-elle répondu, et fruit de mes activités commerciales. De 9h30 à 22h30, le juge président renvoie l'affaire au 11 juin prochain pour certainement assister au dernier round d'un procès qui fait oublier les coronavirus. À la Chambre haute du Parlement, le ministre des Transports et Voies des Communications a éclairé les sénateurs sur l'état d'avancement du projet de construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Ndjili, répondant ainsi à une question orale avec débat lui adressée par le sénateur José Makila Soumanda. Ce vendredi, présidé par l'honorable Alexis Tambo Mwamba, était consacré à la réponse du ministre des Transports et Voies des Communications, Didier Mazenga Makanzu, à la question orale avec débat lui adressée par l'honorable Makila Soumanda sur l'état d'avancement du projet de construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Ndjili, exécuté sur financement d'Exim Bank et du gouvernement. C'était une opportunité pour le président du Sénat d'exprimer sa gratitude aux sénateurs, plus précisément à la commission spéciale d'examen de la requête du procureur près la Cour de cassation sur la levée de son immunité. Il a par ailleurs rassuré les sénateurs sur son souci de veiller sur le strict respect de la Constitution et du règlement intérieur du Sénat en ce qui concerne la protection des droits des sénateurs. Répondant aux différentes préoccupations des sénateurs sur l'état d'avancement de cette aérogare, les décaissements de fonds par Exim Bank et les retards observés pour le début des travaux, le ministre a rassuré les sénateurs. Il a également répondu aux questions subsidiaires, notamment la question des sous-traitances, la déviation du boulevard Lumumba, la réhabilitation des aéroports de Buta, Bangoka, Guadolite, Kindu et Lusambo, du port de Moba et de Matadi, et également la reprise des vols de l'aéronef Anouarit Nengapeta et Siro. À cela s'ajoute l'état du projet Pont-Route Ride Kinshasa-Brazzaville ainsi que les naufrages récurrents des embarcations sur le fleuve et les rivières. Toutes ces questions subsidiaires à la question orale ont été éclairées également par les ministres des Transports et Voies des Communications, Didier Mazenga Makanzu. Nous avions démontré que les travaux ont déjà commencé sur le terrain et nous avions donné des explications sur la somme d'argent qui a été débloquée. Les montants, c'est 20 millions de dollars américains. Exim Bank n'a jamais donné l'argent du fait que nous attendons donc la promulgation de l'accord de prêt. N'étant pas satisfait, l'honorable Makila a sollicité de la plénière la mise en place d'une commission d'enquête sur cette question. Pour l'honorable Vicky Katoumoua, l'article 64 du règlement intérieur ne prévoit pas la commission d'enquête, c'est plutôt une interpellation. Comment sortir la RDC du sous-développement? Une séance académique a été organisée au Sénat pour réfléchir sur l'émergence par le leadership et la gouvernance. Intervenant Augustin Matata Pugno.
Les potentialités de la République démocratique du Congo dans les domaines miniers, énergétiques et la biodiversité sont des atouts qui peuvent booster le développement et une voie à l'émergence du pays. Pourtant, la réalité est tout autre. Il y a un paradoxe entre la richesse du pays et la pauvreté de sa population. Dans une séance académique au Sénat, l'honorable Matata Ponyo Mapon a tenu une réflexion avec comme thème « Émergence pour le leadership et la gouvernance », question de démontrer avec des paramètres économiques que le pays est le dernier en Afrique et au monde. Il a illustré son constat par la place du pays par rapport au rapport Doing Business, au classement de l'indice de développement humain, au produit intérieur brut, pour ne citer que cela. Le sénateur Matata a estimé que le pays peut accéder à l'émergence, à l'instar d'autres pays du monde, que par les binômes leadership-gouvernance. Lisez l'histoire du monde, vous verrez qu'aucun pays ne s'est développé sans leadership, sans gouvernance de qualité. Et dans ce même pays, entre 2010 et 2015, il a été démontré qu'un leadership de qualité et une gouvernance de qualité peuvent produire des éléments de progrès. Ces duos constituent les passages obligés et un déclic incontournable pour l'émergence du pays. Dans son exposé, il s'est posé des questions si les ressources naturelles étaient pour les pays une malédiction. Quel type de leadership et de gouvernance faut-il pour la RDC? À ces questions, il a estimé que la confiance est un élément clé de la gouvernance. Il n'a pas manqué de soulever les performances macroéconomiques de 2010 à 2015 pendant qu'il était Premier ministre et a conclu que la corruption constitue un frein réel à l'émergence. Il a salué la lutte contre la corruption prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre de la Santé est arrivé à l'Équateur, en Mbandaka. Teni Longondo est allé se rendre compte des activités des ripostes contre la maladie à virus Ebola qui aurait fait surface. Images et commentaires. Après 1h30 de vol à bord d'un avion de la MONUSCO, le ministre de la Santé est arrivé ce vendredi 5 juin en Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Le ministre de la Santé, le docteur Teni Longondo, accompagné d'une forte délégation des députés nationaux élus de l'Équateur, de partenaires dont l'OMS, l'Oxfam et l'UNICEF, ont été accueillis à l'aéroport national de Mbandaka par le gouverneur de province Bobo Boloko Bolumbu. Le premier des médecins congolais est venu s'enquérir de la situation sanitaire dans cette partie du pays qui fait face à une nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola, mais aussi de la Covid-19. Pour la première journée, 2 réunions sont prévues. D'abord avec le gouverneur de province et les membres du bureau permanent de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Cette réunion a permis au gouverneur de présenter la situation générale de la santé de sa province aux délégués du gouvernement central. Teni Longondo, très attentif, a noté toutes les préoccupations présentées par ces derniers. D'une réunion à une autre, cette fois-ci, c'est avec les différents partenaires œuvrant dans le secteur de la santé et l'équipe de riposte contre la maladie à virus Ebola. Prenant la parole, le chef des divisions de la santé AI, le docteur Richard Diogolo, a relaté les circonstances de détection du premier cas de la maladie à virus Ebola qui a déjà fait jusqu'ici 5 morts. Pour Teni Longondo, le gouvernement tient à l'éradication totale de cette maladie. Je dis à la province, il faudrait qu'on puisse faire une gestion transparente, parce que nous voulons tous coordonner nos efforts pour que cette maladie nous quitte dans un bref délai. C'est ainsi que la coordination et la bonne gouvernance sont des éléments en tout cas essentiels pendant la lutte, et aussi le renforcement de capacités. Alors au niveau du gouvernement, nous allons faire un effort avec les petits moyens financiers que nous avons. Nous allons prendre en charge les prestataires et les activités, je crois, que seront menées ou seront financées par nos partenaires. Notons que c'est depuis le 1er juin que le pays a confirmé la présence de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur.
Le vice-premier ministre de la Justice était devant les députés nationaux le mercredi dernier où il a fait une analyse technique sur la politique pénale du gouvernement, notamment la gestion des immunités parlementaires. Pour Maître Célestin Tundayaka Sende, les immunités parlementaires sont inviolables et en attendant la page spéciale qui vous sera proposée à l'issue de ce journal, voici un extrait de son intervention choisi par Jacques Kawaba. J'ai expliqué ces questions depuis la dernière fois, c'était je crois mercredi passé, jusqu'à aujourd'hui. La question des immunités est simple. Si nous devons parler en français simple, c'est que les députés nationaux et même les sénateurs ne peuvent pas être poursuivis, arrêtés ou détenus de n'importe quelle manière. Lorsqu'il y a commission des infractions, c'est là où j'ai fait allusion aux deux variétés des immunités, c'est-à-dire les députés sont soit dans les cas d'irresponsabilité ou d'inviolabilité. De toute façon, dans n'importe lequel de ces cas, les députés ou les sénateurs ne peuvent pas être enlevés ou, je ne sais pas moi, arrêtés de n'importe quelle manière. Il faut l'autorisation de la chambre à laquelle il appartient, ça dépend si c'est un sénateur ou c'est un député, il faut l'autorisation de la chambre et en dehors de la session du bureau. Donc c'est pour protéger les députés ou les sénateurs dans l'exercice de sa mission, qui est une mission essentiellement patriotique, parce qu'il découle de la volonté du souverain primaire qu'il a élu, qu'il a désigné. Nous avons dit bien avec l'autorisation de la chambre ou du bureau. Il faut suivre, il ne faut pas être distrait. Ce sont des choses que nous avons explicitées et ce n'est pas moi qui invente ces mécanismes. Ils sont constitutionnels dans notre pays et on les retrouve dans toutes les constitutions du monde. Il ne faut pas croire que nous allons inventer, nous, la justice. N'est-ce pas? C'est de la même manière qu'elle est rendue ici, qu'elle est rendue aussi ailleurs. L'état de ratification du traité révisé de la CEEAC et la stratégie régionale de riposte à la pandémie du Covid-19 étaient les points parmi tant d'autres examinés au cours de la 9e session extraordinaire du Conseil des ministres de cette communauté. Le ministre d'État en charge de la coopération, Maître Pépin Guillaume Manjolo, a participé à cette réunion par vidéoconférence. Yolande Voka nous en parle dans ce reportage. Le 3 juin 2020, la 9e session extraordinaire du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est clôturée ce jeudi 4 juin 2020. Par vidéoconférence, les ministres en charge des affaires étrangères, relations extérieures, de l'intégration régionale, de la santé et des finances des États membres de la CEEAC ont pris part à ces travaux présidés par le ministre d'État gabonais des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilibaizé. Le secrétariat de travaux assuré par l'ambassadeur Ahmad Alami, secrétaire général de la CEEAC. Notons que les conseils a procédé à l'examen et adoption de points inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'état des ratifications du traité révisé de la CEEAC, l'état de l'appurement des arriérés des contributions, les questions des candidatures au poste des commissaires de la commission de la CEEAC, les modalités d'organisation de la prochaine conférence des chefs d'État et des gouvernements, la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine, ainsi que la stratégie régionale des ripostes à la pandémie du Covid-19. La République démocratique du Congo, l'un des fondateurs de la CEEAC, a pris part active à ces assises par vidéoconférence à partir de l'immeuble du gouvernement. Les ministres d'État en charge de l'intégration régionale, Maître Pépin Guillaume Manjolo, le vice-ministre de Finances, le vice-ministre de la Santé, les représentants de la CEEAC en RDC étaient présents. Maître Pépin Guillaume Manjolo, chef de la délégation de la RDC à cette rencontre, a retracé les grandes lignes de cette 9e session. Aujourd'hui, c'était la suite des réunions d'hier qu'il y a eu au niveau de l'intégration et du Conseil des ministres et suivi par les comités ministériels finances et santé qui devaient statuer sur la situation économique et tous les manques à gagner par rapport à nos économies respectives et puis la situation particulière du Covid-19. Alors on va se retrouver à la fin du mois de juin. Les conseils vont se réunir de nouveau pour pouvoir statuer sur ce qui reste à faire, c'est-à-dire
les candidatures et l'état des ratifications. Et ces deux conditions-là sont obligées d'être rencontrées. Un protocole d'accord de lutte contre le blanchiment des capitaux et lutte contre le terrorisme vient d'être signé entre l'autorité des régulations et de contrôle des assurances ARCA et la cellule nationale des renseignements financiers CNRF. La cérémonie a eu lieu au siège de l'ARCA. Un reportage d'Edi Chala. L'assainissement optimal du secteur financier en République démocratique du Congo requiert l'appropriation de toutes les institutions publiques, surtout celles qui gèrent des flux financiers et des transactions irrélatives. La cellule nationale des renseignements financiers CNRF et l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA en sigle ont décidé d'allier leurs efforts pour une lutte sans merci contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Ce protocole d'accord consacre un effort commun de s'assurer de l'origine des capitaux du secteur des assurances. C'est la conviction du directeur général par intérim de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Contrôle que nous menons pour effectuer la lutte contre le blanchiment des capitaux et également la lutte contre le financement du terrorisme donne à l'État congolais une capacité beaucoup plus importante de sécuriser ces matières qui sont des matières aujourd'hui sensibles sur le plan international. Un pays peut être pénalisé, ces responsables peuvent être pénalisés sur le plan international si nous avons la faiblesse dans ce secteur de lutte contre le blanchiment. Alors nous, en tant qu'ARCA, avec les responsabilités qui sont les nôtres, nous nous dotons d'une capacité supplémentaire pour effectuer ce travail de manière efficace. Les intelligences de l'ARCA et celles de la CNRF vont désormais conjuguer ensemble les efforts pour mettre sur pied des mesures préventives et protectrices du marché des assurances. Je l'ai annoncé au début de ce journal, c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'environnement. À cette occasion, le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo, invite la population congolaise à protéger l'environnement pour lutter contre le réchauffement climatique. Il est au micro de Lopez Kakuba. Chers compatriotes, l'humanité tout entière célèbre le 5 juin de chaque année la journée internationale de l'environnement, journée consacrée à la promotion de la sensibilisation et de l'action en faveur de l'environnement à l'échelle mondiale. Le thème retenu cette année est la biodiversité, thème qui nous interpelle tous, décideurs, société civile, partenaires techniques et financiers et la population dans son ensemble. C'est un appel à l'action pour lutter contre la perte accélérée d'espèces et la dégradation du monde naturel. 1 million d'espèces végétales et animales sont menacées d'extinction à travers le monde, en grande partie à cause des activités humaines. Cette journée nous invite à repenser la manière dont les systèmes économiques ont évolué et l'impact qu'ils ont sur notre environnement. Je saisis cette occasion pour saluer la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a fait de la protection de l'environnement et de la préservation de notre biodiversité le moteur du développement national. Vision matérialisée dans le programme d'action du gouvernement de la République que conduit son Excellence Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, chef du gouvernement. Mes chers compatriotes, pays de méga biodiversité, avec plus de 10 000 espèces endogènes, la République démocratique du Congo figure parmi les plus riches du continent en termes de ressources naturelles, tant renouvelables que non renouvelables. L'abondance des ressources naturelles et la grande étendue du pays constituent la base d'un développement durable. Les eaux, les terres, la flore et la faune sont autant de ressources naturelles renouvelables qui concourent au développement. Sans oublier que la nature a fait de la République démocratique du Congo, notre pays, dépositaire de 47% des forêts du continent, lui conférant ainsi une responsabilité majeure face aux enjeux de survie de notre planète. Et au ministère de la formation professionnelle, John Toumba a eu des échanges avec le directeur général du centre de réinsertion des démobilisés sur l'organisation des activités visant une formation complète des démobilisés. Anita Lomba nous en parle dans ce reportage. L'apport de la formation professionnelle reste considérable dans l'amélioration de la situation sociale.
Au cours de cet échange important entre le ministre de la formation professionnelle John Tumba et le responsable du centre Kitomaini Training, les deux personnalités ont d'abord retracé les différentes réalisations déjà exécutées dans les villes de Goma et Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo, cela à travers la réinsertion des jeunes et autres démobilisés. John Tumba, ministre de la formation professionnelle, a aussi émis le vœu de voir Kinshasa, la capitale, bénéficier de cette expertise purement congolaise. Que nous ayons des plombiers qui sont formés, mais que nous ayons aussi des experts en métier dans le petit élevage, mais également dans la petite agriculture. Parce que Kinshasa se nourrit beaucoup plus de l'extérieur, mais au niveau par exemple de la pêche, au niveau des volailles, il est possible de produire localement. Et nous pensons que ce secteur-là pourrait énormément occuper nos jeunes gens qui sont actuellement désœuvrés. Selon les experts, ce projet est exclusivement basé sur le métier, l'expertise congolaise, pour une fois de plus contribuer à l'émergence du pays et favoriser une main-d'œuvre locale performante. La RTNC, avec sa couverture nationale, doit être suivie à Djougou, dans l'Ituri. Le vice-ministre des Affaires étrangères a échangé à ces sujets avec le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga. Gina Wabiwa pour le reportage. Bien que victime à plusieurs reprises de la barbarie des hommes armés, la population de Djougou, dans la province de l'Ituri, a le droit d'être informée. Cette préoccupation a été soumise au directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, par le vice-ministre des Affaires étrangères, Motié Diapatay. Ce territoire vit dans une situation de sous-information. Il n'y a pas une radio officielle de l'État pour desservir l'espace de ce territoire. La situation reposait sur les équipements qui étaient entreposés à Djougou pour que la RTNC soit prise en relais. Mais je lui ai répondu comme quoi il fallait à ce qu'on y envoie une équipe de techniciens qui vont faire un état de lieu, savoir la qualité dans laquelle se trouvent les équipements qui étaient entreposés. Il y a de cela quelques 5-4 ans, et aussitôt après, on prendra des dispositions irrelatives. Il y a des émetteurs, il y a des régies mobiles pour constituer un package en vue de pouvoir installer un équipement complet de relais à Djougou. Ce matériel était entreposé avant que je ne sois nommé. Espérons qu'une solution sera trouvée pour sortir la population de Djougou de la désinformation. Voilà une solution pour lutter contre le coronavirus en République démocratique du Congo. La société Pharmakina de Bukavu vient de mettre sur le marché les comprimés d'hydroxychloroquine, mais aussi la quinine injectable contre la malaria. Reportage. Le Sud Kivu, à travers la société Pharmakina, peut se prévaloir être la première et la seule province de la RDC à mettre sur pied la nouvelle ligne de production d'injectables de la quinine pour combattre le paludisme, mais aussi les comprimés d'hydroxychloroquine pour combattre la Covid-19. La production de ces nouvelles lignes de produits pharmaceutiques est rendue possible grâce à d'énormes investissements consentis par la société Pharmakina, la plus ancienne société pharmaceutique en RDC, une société décidée à accompagner l'État congolais dans la lutte contre la malaria et la Covid-19, deux maladies qui déciment les populations. Les nouvelles unités de production de ces deux médicaments ont été inaugurées officiellement ce vendredi 5 juin par le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabije Kassi. Aujourd'hui, la province du Sud Kivu, c'est une fierté qu'on ait l'usine pour produire ces médicaments en fait de lutter contre cette pandémie qui endeuille le monde et qui endeuille le Congo et qui endeuille aussi notre province. En présence du vice-président de l'Assemblée provinciale, Maître Robert Bissi-Moyabe Taïtunda. D'Afrique du Sud où il séjourne, le PDG de la Pharmakina,
M. Étienne Erny, a indiqué que ces deux produits sont disponibles à partir de ce vendredi 5 juin. Il a remercié les autorités nationales et provinciales pour avoir facilité la fabrication de ces deux produits pharmaceutiques stratégiques. Concernant la solution injectable de la quinine, il doit se faire uniquement en milieu hospitalier, a indiqué pour sa part le docteur Martial Cagnogno, pharmacien responsable de la Pharmakina. Donc à partir de ce lundi, ces produits seront à la disposition des dépôts pharmaceutiques qui, dans la chaîne d'approvisionnement, sont les premières structures à distribuer les produits pharmaceutiques à l'échelle nationale au départ des laboratoires de production. Et malgré le médicament, l'hygiène reste la mesure efficace dans la lutte contre le Covid-19, dans le souci d'assurer la sécurité sanitaire des personnes côtoyant les lieux publics. L'ASBEL Cadécoq a procédé à une série de travaux de désinfection des bâtiments publics et privés. C'est le cas de l'hôtel Havre et de Paix dans la commune de La Gombe. Regardez. Dans l'élan de solidarité dans la lutte contre la propagation du Covid-19 en RDC, plusieurs organisations se rangent derrière la vision du chef de l'État dans ces combats. C'est le cas de l'ASBEL Cadécode qui se lance dans la désinfection de bâtiments publics et privés à travers la ville de Kinshasa. Poursuivant la série de cette opération, c'était le tour de l'hôtel Havre de Paix dans la commune de La Gombe de subir les travaux de désinfection de cet ASBEL, dont l'objectif primordial est d'assurer une sécurité sanitaire à sa clientèle. Comme vous le savez, en cette période de pandémie Covid-19, nous avons pensé à sécuriser les bâtiments, les personnels et notre clientèle en procédant à la désinfection de notre cadre. En parlant de notre cadre, nous pensons à nos chambres, à toutes nos installations, en vue de garantir la sécurité sanitaire. Dans la même optique, les responsables des opérations de Cadécode expliquent la pertinence de ces actions en ce moment où la pandémie ne cesse de décimer les populations. Sachant que le Covid est en train de sévir toute la République démocratique du Congo, nous invitons tous les clients des Havre et de l'EDP d'aller s'installer, d'aller faire leurs réunions, d'occuper leurs chambres sans problème. Et là, nous sommes experts en matière de désinfection, désinsectisation ainsi que la dératisation. Aujourd'hui, vu la situation qui se passe dans les pays, nous sommes prêts à les rendre service. D'autres communes vont également bénéficier de ce service de désinfection, l'hygiène étant l'une des mesures à respecter pour éviter la contamination de ce virus. Et toujours dans la lutte contre cette pandémie, un point de lavement a été installé à l'Institut national professionnel des sciences de santé. Les images de l'inauguration de cet outil dans ce reportage de Joël Lungenza. Le lavage des mains demeure la meilleure prévention contre la propagation des maladies, en l'occurrence la Covid-19. L'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé a inauguré ce mardi 4 juin ces points de lavage des mains justement pour contribuer à l'effort national de lutte contre la pandémie, mais surtout de promouvoir les bonnes pratiques. L'ouvrage que nous venons d'inaugurer ce matin, ça reste un outil important. Aujourd'hui, le lavage des mains reste une pratique importante, une attitude même du fait que les gens doivent en faire une seconde nature pour éviter la contamination de certaines maladies. Les gens doivent se laver les mains, mais il faut mettre à la disposition de la communauté des dispositifs y afférents. C'est dans ce cadre-là que les écoles étant des cibles importantes, notre partenaire Tulan, après concertation, a pu mettre à la disposition de cette école de référence ici, ces dispositifs à l'entrée comme à la sortie. Ça va aider aux élèves de pouvoir régulièrement se laver les mains et permettre à limiter la contamination de certaines maladies, dont la Covid-19. Tulan International, qui appuie le gouvernement congolais, notamment dans le renforcement des capacités des écoles des sciences de santé, compte poursuivre ce programme dans d'autres écoles à Kinshasa et partout ailleurs en RDC. Pourquoi premier, c'est que l'INPS est une école de sciences de santé, mais pour le moment, il héberge l'équipe de riposte de Covid. C'est comme ça qu'en priorité, ça a été mis en place au niveau de l'INPS.
Les militantes et militants du PPRD au Katanga se sont réunis autour du secrétaire exécutif fédéral pour célébrer l'anniversaire de leur autorité morale Joseph Kabila Kabange et sa jumelle Jeannette Kabila. Images et commentaires. La date du 4 juin marqua l'anniversaire de naissance de Joseph Kabila Kabange ne pouvait passer inaperçu au PPRD, Fédération du Haut-Katanga. Le gouverneur de province, le secrétaire exécutif fédéral Jacques Kabula Katoué et quelques cadres de cette formation politique se sont retrouvés en petit nombre. Mesures sanitaires contre la Covid-19 obligent pour célébrer l'anniversaire de l'initiateur et président national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Joseph Kabila Kabange, qui totalise 49 ans d'âge. Pour Jacques Kabula Katoué et toute la fédération, l'occasion a été tout indiquée pour vanter les mérites du président de la République honoraire du Congo démocratique. Comme nous l'appelons père de la démocratie, ici chez nous au Congo, nous l'appelons père de l'alternance politique, pacifique et civilisée. Donc Joseph Kabila incarne un leadership pour notre jeunesse, pas seulement au niveau de notre parti, mais au niveau de toute la République démocratique du Congo. Même ambiance de fête, non loin de là. Cette fois-ci, c'est la cellule des jeunes du PPRD au Katanga à laquelle Jacques Kabula Katoué s'est joint en compagnie de la secrétaire permanente adjointe Liliane Pandé Mwaba pour souhaiter les meilleurs au chef du PPRD, Joseph Kabila Kabange. Quelques communiqués avant de boucler ce journal. Le journal officiel de la République démocratique du Congo informe le public de la parution du numéro 10 de la première partie contenant notamment l'ordonnance numéro 20/030 du 25 avril 2020 portant nomination au grade et à la fonction du secrétaire général près le Conseil économique et social. L'ordonnance numéro 20/032 du 2 mai 2020 portant modification de cette ordonnance, de l'ordonnance numéro 19/082 du 23 novembre 2019 portant fixation des rémunérations et autres avantages des membres du cabinet du président de la République, plusieurs arrêtés ministériels et actes de procédure. Ce numéro est disponible au siège du journal officiel 6 immeuble Minibal, avenue Colonel Lukusa numéro 7, dans la commune de La Gombe, aux antennes de Kinshasa, palais de justice, palais du peuple, guichet unique de création d'entreprises uniques, UPC, et bientôt en nos différentes antennes provinciales. C'est signé le directeur général Guy Kabombo Moi Dianvita. Un autre communiqué, c'est un message de vœux, Excellence camarades d'autorité morale du FCC et notre parti, au nom de notre parti politique, les fédéralistes LF en sigle, au nom des cadres et militants à travers toutes les fédérations et au mien propre, je tiens à vous présenter les vœux des bonheurs et des longévités à vous et à votre sœur jumelle à l'occasion de votre 49e anniversaire. Puisse les très hauts vous accorder encore et encore force, sagesse et une santé de fer pour continuer l'œuvre de l'émergence de notre pays. Longue vie, raïs et prospère carrière politique, notre leader fait à Kinshasa le 4 juin 2020, Monsieur Losala Ngondo Roger, président national. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Sachez que l'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui pour la 4e fois la proposition de loi du gouvernement portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo. Le texte est renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. Rappelons que la 3e prorogation intervenue le 22 mai dernier prendra fin ce 8 juin. Madame, Messieurs, c'est un réel plaisir de vous informer à travers cette édition d'information des 20h sur la radio-télévision nationale congolaise. L'actualité continue à 22h. Retrouvez Patience Mboyo Katoukou. Quant à moi, je vous dis merci et très bonne suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.
Thank you.